Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule « Redéfinir l'hygiène en 2007 ». Je me présente Gaëtan Lantier de la compagnie L'Allema et puis aujourd'hui je vais être votre hôte pour vous présenter ce webinaire. Donc on devrait monter à environ 90 participants. Je suis très fier et je vous remercie beaucoup de vos inscriptions et de votre participation. Ça, c'est sans compter les gens qui regardent assis à côté de vous. Donc, au cours du webinaire, je vais changer mon écran ici. Si vous avez des questions, le clavardage est allumé. Et si je n'ai pas le temps de répondre pendant la présentation, inquiétez-vous pas, je vais vous répondre par la suite, par courriel, tout simplement. Et si votre réponse est publique, je vais peut-être même l'écrire tout simplement dans le courriel à tout le monde. Donc, je crois qu'on va commencer. Alors, je vais passer à l'écran comme ceci. Alors, on commence avec redéfinir l'hygiène en 2007 ou des technologies modernes pour un nettoyage efficace et performant des surfaces. Après tout, c'est ce qu'on fait. Alors, dans la présentation, je vais parler de la chimie des nettoyants. Et pour vous rappeler que c'est pas trop compliqué que ça, comme un certain Sylvain se plaît à dire récemment. Et on va regarder ça en détail. Ensuite, je vais vous parler de certains outils modernes, même si ça fait 20 ans qu'ils existent. Il existe encore des gens, il y a encore des gens qui ne les connaissent pas. Et je vous mentionnais aussi, j'ai peut-être pas dit au début, dans le fond, cette présentation-là s'adresse à un public de tous âges et de tous milieux. Donc, il n'y a pas de honte à connaître ou ne pas connaître les informations que je vais dire. Et puis, si jamais vous ne les connaissez pas, tant mieux, vous allez apprendre des choses. Et si vous les connaissiez déjà, peut-être qu'en regardant ce webinaire et en téléchargeant la présentation à la fin, à partir de demain, vous allez pouvoir vous en servir dans vos propres formations ou pour éduquer les gens autour de vous. Ensuite, je vais continuer avec les nettoyants biologiques. Pourquoi c'est pertinent et important encore aujourd'hui de parler de nettoyants biologiques? On va ensuite parler d'une nouvelle tendance qui s'appelle les nettoyants multi-usages. On a eu des nettoyants tout-usage dans le passé, mais là, je vais vous parler de tous les avantages qu'il y a à utiliser des multi-usages. Et finalement, parce que j'ai travaillé longtemps dans le métier, ça fait depuis que j'ai payé mes études avec ça et tout ça. Et je travaille encore là-dedans depuis que j'ai fini l'université. Je vais vous parler de la gestion participative, puis pourquoi être à l'écoute, que ça crée des conditions gagnantes. Parce qu'après tout, c'est un métier où on est des êtres humains et on travaille tous ensemble. Donc, je commence avec la chimie des nettoyants. Je vais avoir une série de petites... bonjour Michel, on m'indique sur le chat ici, donc je le salue à son tour. Et donc, dans la chimie des nettoyants, je vais avoir plusieurs petites diapositives qui vont vous amener avec différentes notions. Et on commence par une petite histoire. Dans le fond, les nettoyants, ça date pas d'hier. Hein. Les Égyptiens, eux, ils mélangeaient du gras animal avec ou végétaux, avec des sels alcalins, et puis ils soignaient leurs plaies et leurs blessures. En fait, déjà, le gras et les sels, ça faisait une sorte de saponification. Au Moyen Âge, il y avait des guildes de savonniers. Ils avaient développé les formules très secrètes à l'époque à base d'huile d'olive puis de suif ou de cendre. Et ils mélangeaient ça avec des parfums. La fabrication commerciale a débuté autour de 1800, après l'émission d'un premier brevet. Et finalement, en 1916, c'est une révolution qui a changé le cours des détergents, c'est-à-dire qu'on a développé en Allemagne des détergents synthétiques. Et pourquoi les développements technologiques ont mené à ça? C'est parce que justement, durant la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de manque de matières premières, des animaux entre autres, donc ils n'étaient plus capables de fabriquer du savon, donc ils ont développé ça dans les laboratoires.
Les nettoyants, ça sert à toutes sortes de choses, que ce soit les vitres, les planchers, la céramique, les salles de bain, les douches, les tapis, pour dégraisser, pour laver la vaisselle, le linge, pour se laver, pour désinfecter des surfaces dures. Puis c'est sûr que j'en passe. Et puis, c'est pour vous montrer que chaque tâche a une spécialité et puis des fois, et donc chaque tâche a également son nettoyant. Comment on nettoie? Je reviens encore une fois avec le cercle de Sénard parce que c'est important de bien le comprendre que l'action chimique, c'est un des 4 éléments qui permet de nettoyer avec un nettoyant. Donc, quand on a un bon nettoyant chimique, que ce soit même l'eau, à la limite, ça va avoir une certaine... l'eau ne va pas nettoyer en tant que telle, mais avec les nettoyants, ça va permettre d'enlever les saletés. L'action mécanique, justement, que ce soit en frottant avec un chiffon, une brosse ou un linge microfibre, plus on frotte fort, plus le nettoyage va mieux se faire. Ensuite, le temps. Donc, si on laisse le temps d'agir, les souillures vont mieux se dissoudre et mieux s'enlever. Et finalement, la température, je les ai dit à l'envers. La température aussi, plus on travaille avec une plus grande chaleur, plus ça l'aide à déloger les nettoyants. Pas les nettoyants, les saletés, pardon. Et donc, ces 4 éléments-là, ils jouent ensemble. Et quand on augmente un, les autres peuvent être diminués. Donc, si on a un nettoyant plus fort, on peut frotter moins fort, ou si on laisse plus de temps, on peut baisser la température ou utiliser un chimique moins fort également. Je vais vous parler du pouvoir mouillant, c'est-à-dire c'est basé sur la tension de surface. Lorsque on dépose de l'eau sur une surface, l'eau va avoir tendance à former des petites gouttelettes. C'est un peu comme l'eau quand on remplit un verre d'eau. Plus le verre, lorsqu'il est plein, on va voir l'eau qui peut même dépasser le verre. Et ça, ça va faire en sorte que c'est à cause de la tension de surface. Et la tension de surface, ça fait en sorte que la surface ne va pas être mouillée complètement, donc ça va moins bien nettoyer. Lorsqu'on rajoute un surfactant ou un détergent à l'eau, à notre solution nettoyante, la tension de surface de l'eau va diminuer et puis l'eau va vraiment bien s'étendre sur la surface et ainsi faciliter le nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans à quoi ça ressemble un détergent? La molécule, on va appeler ça va toujours avoir une partie hydrophile et hydrophobe. Lorsque ils vont être en présence de saleté ou même juste dans l'eau, les parties hydrophiles vont former une sphère, puis les parties hydrophobes vont rester au centre et vont justement capter les huiles et les saletés qui vont avoir tendance à s'agglutiner autour de la partie hydrophobe. Lorsqu'on est sur une surface puis qu'elle est mouillée, alors à ce moment-là, on l'a frotté en plus, des micelles vont se former et vont maintenir en suspension les saletés. Et ce qui va faciliter le rinçage, il va justement éviter ou réduire beaucoup le redépôt des saletés sur la surface. Qu'est-ce qu'une bulle de savon? Alors, c'est le pouvoir moussant, mais en fait, lorsque vous voyez une bulle de savon, c'est des molécules du détergent qui emprisonnent de l'air et puis qui forment une genre de micelle à double face, si vous voulez. Donc, il y a des molécules de détergent à l'intérieur et à l'extérieur et qui capturent une bulle d'eau au centre. C'est pour ça, même d'ailleurs, qu'en regardant une bulle, on va souvent revoir des reflets qui sont dans le fond les reflets du savon. Toujours dans la chimie des nettoyants, je vous fais un petit résumé de l'échelle de pH. pH veut dire potentiel d'hydrogène. Alors, plus le pH est bas, plus le produit va être acide, plus le pH est élevé, et plus il va être, on va dire, basique ou alcalin. Et lorsqu'on se situe à 7, le potentiel d'hydrogène est neutre. Et donc, les très bas, 0, 1, on a des acides muriatiques. 1 ou 2, on va des acides citriques. Et puis, en 2, 3, 4, voire on va rester dans les acides faibles.
autour de 7, 8, 9, on va avoir des détergents neutres ou légèrement alcalins. Les dégraissants vont vraiment se situer dans les pH 10, 11, 12 à la limite. Et lorsqu'on tombe dans les 13, on est dans la soude caustique ou les décapants très alcalins. Donc là, et à 14, on est carrément vraiment revenu dans la plage du dangereux. Évidemment, dans ce webinaire-là, je ne parle pas beaucoup de santé et sécurité, mais c'est important justement que lorsqu'on est dans des écarts comme ça, loin, soit faibles ou très élevés, souvent, ça va venir avec des mesures de protection comme les gants ou voire les lunettes de sécurité aussi. Je passe maintenant à les outils modernes. Je ne ferai pas le tour de tous les outils modernes qui existent. Je fais juste un rappel sur un que gagne toujours à être connu, c'est les microfibres. Les microfibres, étant donné qu'ils réagissent peu avec les produits nettoyants, et ils ont une capacité, comme on le voit sur l'image, de capter les particules de saleté, voire les bactéries même à l'intérieur de la microfibre, parce qu'on parle de beaucoup plus petit qu'un millimètre là, dans la microfibre en tant que telle. Et alors que lorsqu'on a la molécule mais la fibre de coton ou de fibre naturelle, on va plus déplacer toutes les saletés et les bactéries. Alors vous, chez vous, de quoi sont faites vos lingettes? Est-ce qu'elles sont faites de microfibres ou de coton? Vous regarderez ça et puis vous pourrez voir comment est-ce que vous pouvez améliorer. Donc là-dedans, il y a évidemment les lingettes, mais il y a aussi tout plein de systèmes qu'on appelle communément des systèmes à plat, que ce soit pour le vadrouillage à sec ou le vadrouillage humide. Il existe une panoplie de produits à base de microfibres et c'est ça. Et puis là, je vais vous parler dans le fond d'une bonne pratique lorsqu'on utilise un linge. On va recommander souvent de plier le linge en 4, donc 2 fois, comme sur l'image du haut. Et puis, lorsqu'on va essuyer ou frotter la surface, de vraiment frotter avec l'ensemble de la surface et non dans un, excusez-moi l'expression, dans un tapon. Pourquoi? Parce qu'on veut augmenter la surface de contact pour avoir le maximum de friction. Une autre bonne pratique, évidemment, c'est de ne jamais retremper un linge souillé dans une solution propre. Pourquoi? Parce que ça va faire de la contamination croisée et puis après ça, on va déplacer la saleté d'un endroit à l'autre et puis on ne sait pas ce qu'on va laisser dans l'eau et dans la solution nettoyante. Et si ça va en plus, contaminer la solution au point de rendre certains nettoyants ou désinfectants carrément inefficaces. Donc, en conclusion, jamais retremper un linge souillé dans une solution propre. Ça m'amène au 3e point de la présentation, les nettoyants biologiques. Pourquoi c'est pertinent et c'est important? On va commencer par comparer un peu. C'est quoi un nettoyant traditionnel et c'est quoi un nettoyant biologique? Le nettoyant traditionnel, c'est un principe d'action chimique uniquement. Dans le fond, c'est des produits nettoyants chimiques. Qu'est-ce que ça va contenir? Ça va contenir souvent des adoucisseurs. Si on se retrouve dans des régions où l'eau est dure, un nettoyant qui contient des adoucisseurs ou des agents chélatants qu'on va entendre des fois va permettre d'adoucir l'eau et d'obtenir un meilleur nettoyage. Les surfactants, on en a vu tout à l'heure les effets que ça faisait en formant des micelles. Des solvants, pas nécessairement des solvants durs, c'est pas tous les produits non plus qui vont contenir des solvants, mais c'est des produits qui vont dissoudre les graisses. On va retrouver ça surtout dans les dégraissants. On va retrouver aussi des parfums parfois. Le parfum ou les huiles essentielles dans les produits éco sont surtout là pour laisser une odeur agréable après le nettoyage pour le bien des usagers et le bien des travailleurs. Il y a des gens qui sont plus sensibles aux parfums et des conditions aussi économiquement dans l'alimentaire où on ne veut le moins possible de parfums.
pour ne pas contaminer les aliments. Donc, il y a différentes situations où on en met et on n'en met pas. Des colorants, même chose aussi. Il y a dans l'alimentaire ou dans d'autres secteurs, on veut moins de colorants. Et dans d'autres, on va vouloir des colorants justement pour faciliter la reconnaissance du produit. Ne serait-ce que pour savoir est-ce qu'on est en train d'utiliser un nettoyant à vitre, un nettoyant dégraissant. Donc, les couleurs dans un milieu de travail précis vont faciliter la formation et l'utilisation des produits. Il peut contenir des bases aussi ou par des acides, des fois pour neutraliser la solution, pour contrôler le pH justement de la solution. Alors qu'un nettoyant biologique, qu'est-ce que ça contient? Ça contient des bactéries et souvent accéléré par la présence d'enzymes et parfois aussi combiné avec l'action chimique de produits. Alors, on va retrouver plus typiquement des surfactants biodégradables puis moins toxiques, des bactéries puis des enzymes parfois. Donc, beaucoup plus simple comme chimie. Et je vais vous montrer comment les bactéries, dans le fond, viennent faire leur œuvre de nettoyage. Lorsque vous avez un produit à action biologique, lorsqu'on dilue le produit, ça va activer les bactéries qui sont dormantes dans le produit. Et il y en a beaucoup et c'est très petit. Les bactéries, là, c'est des bonnes bactéries. On l'a déjà mentionné souvent, on l'entend souvent, que la nature, la grande majorité des bactéries dans la nature sont inoffensives. C'est le cas des nettoyants à action biologique, effectivement aussi. Et puis, une bactérie, j'allais dire, c'est vraiment petit. On parle de 1/20 de la taille d'un cheveu, ce qui la rend invisible à l'œil nu. Lorsque le produit est dilué, les enzymes, on va appeler ça des petites machines spécialisées, eux, ils voient de la matière organique. La matière organique, c'est les saletés. Et là, ils vont se mettre à couper ça en petits morceaux. Donc, l'enzyme, son action, c'est d'aller prendre la matière organique et de la couper. Et là, les bactéries, quand ils voient des plus petits morceaux de matière organique, ils vont s'en nourrir. Et lorsqu'ils se nourrissent de matière organique, elles vont se mettre à produire des nouvelles enzymes. Chaque bactérie pourrait produire jusqu'à 14 enzymes par minute. Alors, les composantes plus petites, ils vont aussi être digérées par les bactéries et il faut savoir aussi que dans une solution, même diluée, il y a plusieurs centaines de milliers de bactéries par millilitre dans le produit à action biologique. Et finalement, la digestion va faire un petit peu de gaz carbonique mais un petit peu d'eau, mais les bactéries, pendant ce temps-là, vont aussi se multiplier. En fait, ils vont doubler à chaque heure, donc générant encore plus d'enzymes qui vont encore couper encore plus de matière organique qui vont être mangées par les bactéries et c'est un cycle qui se reproduit jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de matière organique. Et là, on voit au bout de plusieurs heures, là, dans le graphique, là, c'est le nombre de bactéries qui se met à se multiplier vraiment de façon pratiquement exponentielle. Un jour, ça va arrêter, la surface va sécher et où il n'y aura plus de matière organique à nettoyer. Donc, il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Donc, ça fait le tour des nettoyants biologiques. Je vais maintenant parler des nettoyants multi-usages, puis je vais vous parler de plusieurs avantages. Là, je vous montre une grande charte avec beaucoup d'étoiles, beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes. Il ne faut pas en avoir peur. Ce que je montre, en fait, ici, c'est... J'ai pris 3 produits. Évidemment, j'ai pris des produits de chez nous. Et je vous montre comment certains produits sont plus polyvalents que d'autres, alors que d'autres sont spécialisés. Ça ne veut pas dire que les produits spécialisés sont à éliminer, parce que, dans certains cas, c'est nécessaire. Je vais repartir par en bas pour parler, mettons, des spécialisés, qu'un nettoyant décapant. J'en ai probablement besoin, même si c'est très spécialisé et moins polyvalent. La même chose avec certains nettoyants désinfectants, comme l'EcoQuat. Le décapant, je parlais de l'EcoStrip. Ou un nettoyant à tapis, parfois, comme le Sport. Lui, il va avoir sa spécialité. Il est bon pour faire le nettoyage des tapis. Alors, plus on monte dans ma charte, et plus on se rend compte que... il y a du développement qu'on a fait récemment. Et puis, la tendance nous a amené à créer des produits. Donc, la demande client nous a amené à développer des produits qui sont vraiment polyvalents. Et ils vont toucher autant les surfaces horizontales, les planchers, les surfaces verticales, que ce soit des planchers de vinyle, des surfaces de métal, du bois verni, de la céramique, et là j'en nomme, le tapis. Et là,
c'est là souvent que les secrets sont arrivés, même aller toucher des vitres et miroirs, du chrome, de l'acier inoxydable, de la porcelaine. On est capable maintenant de faire ça avec un seul et unique produit. Lorsqu'on parle du petit dernier en haut, le SoloClean, on a même inclus une bonne performance, si vous voulez, au niveau du dégraissage. Donc, ça en fait des produits extrêmement polyvalents. Et qu'est-ce que ça fait? Je vais vous faire une petite démonstration après. Ça fait que ça rend les produits beaucoup plus économiques parce qu'on a besoin d'utiliser beaucoup moins de produits. Vous remarquerez aussi que plus on tombe dans ces produits-là, plus le taux de dilution est élevé. Ça veut dire que le prix au litre dilué, même si le prix d'un produit peut sembler peut-être plus élevé, le prix au litre dilué est le même, voire inférieur souvent. Alors là, j'ai mis dans la charte, là, vous l'aurez aussi en référence après la présentation, pourquoi ceux qui sont écologos, ceux qui sont de nature biologique et ceux qui ont assisté à mon webinaire précédent sur les biofilms, ceux qui ont un effet ultrablast, c'est-à-dire un effet pour prévenir et endommager les biofilms. Alors, sur le site qu'on a fait qui s'appelle soloclean.com, vous avez un calculateur d'économie où vous rentrez vos produits, donc le type de produit et la dilution que vous utilisez en moyenne, la capacité de vos contenants, le nombre de contenants que vous prenez à chaque année et le prix. Lorsque vous rentrez ça et vous calculez vos économies, j'ai fait une simulation ici et dans le cas dans cette présentation-là, j'arrive avec une économie de près de 36%. Donc, en fait, sur des achats annuels qui totaliseraient environ 2000 $, je sauverais environ 1900, je sauverais presque 700 $ à chaque année. Et comment? C'est parce que le prix au litre dilué va diminuer de la même quantité. Et je vais acheter, au lieu d'acheter 6 produits différents, je vais en acheter qu'un seul. En plus, petit bonus dans l'histoire, au lieu d'utiliser 240 contenants de plastique qui vont se retrouver peut-être au recyclage, sinon dans les sites d'enfouissement, je vais en utiliser seulement 34. Ça, c'est 85% d'économie. C'est vraiment impressionnant. Là, il y en a qui vont me demander, « Ben oui, mais Gaétan, ta présentation est arrangée avec le gars des vues. » Peut-être. Peut-être qu'il y a des cas où vous allez arriver, comment je pourrais dire, avec des économies moindres, voire peut-être pas d'économies. Mais là, il faut voir, ça dépend. Moi, je suis parti, ça dépend d'où vous partez. Moi, je suis parti d'un chiffre standard, traditionnel, bien ordinaire. C'est sûr que vous avez commencé déjà à utiliser des produits multifonctionnels ou à travailler avec des produits plus concentrés. Vous allez peut-être arriver avec moins d'économies, mais la démonstration ici vient aussi montrer qu'on a beaucoup moins de produits en stock et beaucoup moins de contenants qu'on va utiliser. Ça aussi, c'est intéressant. Finalement, je vais parler avec la gestion participative et le temps file. Dans le fond, 6 avantages pourquoi impliquer votre personnel, c'est qu'en étant à l'écoute de vos utilisateurs, vous favorisez leur autonomie. Ça va permettre aussi d'installer des standards internes où tous vos gens vont travailler un peu de la même façon, puis ça, c'est important quand ils passent d'un secteur à l'autre. Quand on implique le personnel, ça va inévitablement amener à des comités d'équipement ou des comités de produits. Ça va permettre de revoir les produits en inventaire, puis toujours vous assurer que vous avez les bons produits. Mais ça ne peut pas se faire sans impliquer votre personnel. Ensuite, vous pouvez préciser avec vos utilisateurs, comme justement avec les comités, c'est quoi les produits les plus importants pour vous, c'est quoi les équipements les plus importants. Et vous allez donc même faire participer vos gens à établir, peut-être même standardiser vos propres techniques de travail. Et aussi, ça va valoriser tout le monde là-dedans, justement en matière de produits et d'équipements. Un petit truc de gestion du changement. Quand on arrive dans le changement comme ça, un truc, c'est favoriser la formation. Pourquoi? Parce que quand on arrive, vous savez, des exemples de formation sur comment sélectionner les produits, les utiliser, comprendre les enjeux de sécurité. Ça va éviter aussi des erreurs de manipulation. Ça va faire le consensus sur les pratiques. Puis ça va surtout... les gens vont pouvoir amener des demandes d'amélioration beaucoup plus proactivement de cette façon-là. Cette façon d'être à l'écoute de vos clients,
Je me suis inspiré de 2 personnes, Jean-Pierre Lausier et Stephen R. Covey, un Américain, puis Jean-Pierre Lausier, un Québécois ici. Et donc, ne parlez pas de plus de 50% du temps. Donc, évidemment, il faut écouter. Il faut être présent et concentré. Ne pas préparer votre prochaine question dans votre tête. Donc, il faut toujours être à l'écoute. Parler, poser des questions en lien avec la problématique que votre client vous expose. D'ailleurs, c'est qui votre client? Ça peut être votre usager, ça peut être votre patron, ça peut être vos employés. Ça dépend de la relation qu'on voit. Assurez que vos solutions que vous présentez sont cohérentes avec l'objectif du client. Ne jamais faire peur ou forcer. Maintenant, ça ne marche plus, ces techniques-là. Cherchez d'abord à comprendre, puis ensuite à être compris. Alors finalement, pas juste seulement livrer ce que votre client vous demande, mais aussi lui livrer ce qu'il a besoin. Puis, j'ai toujours une règle d'or, puis je l'ai transformée un peu, c'est promettre moins puis apporter plus, ou simplement respecter votre promesse, c'est encore plus important. Pour terminer rapidement, je vous invite à aller voir nos précédents webinaires également, qui avait le CIMDUT, les infections nosocomiales, qui est aussi disponible en anglais, puis le défi des biofilms, c'est les 3 derniers webinaires. On a plus de 1000 vues sur ces webinaires-là jusqu'à date, ça va bien. Et retenez, dans le fond, multi-usage et biologique sur le clean.com. Catalyse, vous allez le retrouver sur lalema.com, puis Biorenet aussi, il y a son site. Prochain rendez-vous, à peu près dans 2 mois. Ça va s'appeler CIMDUT 2015. J'en ai fait un sur le CIMDUT, mais là, le CIMDUT 2015, c'est parti ou c'est pas parti. On va en reparler. On va vous démêler dans la période de transition, puis je vais vous dire pourquoi vous recevez peut-être des produits avec encore le vieux CIMDUT, puis je vais avoir plus d'informations. Alors, je vous remercie beaucoup. Je reviens sur comme ça. Et merci beaucoup. Je vais répondre à une question qu'il y a eu de la part de Eric. Si je prépare une solution dans une bouteille à vaporiser, est-ce que le produit peut s'altérer après quelques temps? Lorsqu'on parle de désinfectant, oui. On va vous demander de changer les solutions, dans le fond, à l'intérieur de 24 heures. Si vous n'êtes pas certain de, malheureusement, jeter la petite solution qui va dans la petite bouteille pour être certain qu'il n'y aura pas de contamination puis que le quat ne va pas se changer. Le temps, c'est difficile à dire lorsqu'on parle d'un détergent neutre ou d'un dégraissant. Évidemment, si ça reste dans un environnement sur votre bouteille, sur votre chariot, puis c'est serré, il ne devrait pas y avoir de problème pour un certain temps. C'est difficile à mettre une valeur sur le temps. J'espère que ça répond bien à la question. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre temps. J'ai dépassé de 2 minutes environ, mais je pense que ça valait la peine. Alors, on se revoit dans 2 mois. Restez abonnés à notre infolettre et puis à bientôt. Merci.